au final, j'aimerais quand même mettre un petit disclaimer, un petit warning. On peut avoir des données on-chain ou en tout cas des informations qui nous montrent que les données par exemple sur un coin sont ultra bulles ou en tout cas c'est vraiment ce qu'on attend d'un actif qui pourrait s'apprécier, mais il peut aussi ne jamais s'apprécier parce que y a pas assez d'acteurs qui justement trouvent cette valeur-là ou trouvent ces données-là ou même juste voilà, ils ont pas envie de spéculer dessus. Donc c'est pas parce que tu peux avoir les meilleures données que forcément un actif va s'apprécier et que ça va te permettre de trouver le prochain x1000 entre grands guillemets, si je tenais un petit peu à nuancer. Non, tu as raison. Hein, pour mieux nuancer, pour compléter, parce que tu as tout à fait raison et ça mérite d'être souligné, l'analyse on-chain n'a pas un but prédictif, elle a un but explicatif. En fait, ce qui est important, c'est d'expliquer ce qui s'est passé par le passé, de comprendre où est-ce qu'on en est maintenant. Et du coup, déjà, quand tu comprends ce qui s'est passé et quand tu comprends où est-ce que tu en es, tu as déjà des meilleures options pour savoir ce que tu vas faire. Ensuite, la prédiction, ça va être de l'analyse probabiliste et statistique, donc il n'y aura jamais aucune certitude. Il pourra avoir des convictions, il pourra avoir des probabilités qui tendent plus vers un biais haussier, baissier ou vers un biais range d'ailleurs. Mais ça, c'est pas vraiment mon boulot. Moi, ce que je fais, c'est vraiment expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que font les utilisateurs, et du coup, après, eux, ils peuvent prendre leurs décisions. Et je fais très, très peu de prédictions. J'en ai fait un peu par le passé. Les premières que j'ai faites étaient vraiment désastreuses. Plus le temps passe, plus je m'améliore. Et là, je commence vraiment, non, vraiment, vraiment, les premières que j'ai faites étaient nulles à chier. Hein. Quand je suis arrivé dans l'analyse C'était biaisé peut-être. J'étais biaisé, j'étais totalement biaisé, j'ai fait vraiment des erreurs de débutant, je ne savais pas analyser mes métriques. Du coup, j'ai fait un bon travail sur moi-même pendant tout le bear market pour me remettre en question et revenir du coup en force, ce qui fait que là maintenant, je me considère beaucoup plus pertinent qu'à l'époque. Et justement, je suis capable de remise en question, alors qu'à l'époque, je pensais avoir tout compris. Quand tu es au début, tu penses avoir tout compris, et au final, tu te fais rect, et c'est là que tu comprends que tu n'as rien compris. Même aujourd'hui, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas mal d'expérience en trading, en analyse technique, etc. Mais je me dis jamais, je me dis à aucun moment que je suis le meilleur ou que je n'ai plus rien à apprendre, tu vois. C'est notamment pourquoi je fais cette interview et que je fais mes interviews sur ma chaîne, parce que j'ai l'occasion de parler avec des gens qui sont bien plus chauds que moi dans leur domaine. Et derrière, ça peut aussi vous aider à compléter les connaissances que vous avez déjà. Et encore une fois, tu parlais de prédictif et d'explicatif. Pour moi, l'analyse on-chain, par exemple, elle peut, tu vois, par exemple, si tu as un scénario où tu dis, je sais pas, pour moi, on a 70% de chance d'aller dans ce sens-là, dans cet intervalle de temps, par rapport à toi, comment tu ressens le marché, ce que tu vois et tout. L'analyse on-chain, peut-être, elle va permettre d'affiner les probabilités que tu as établies pour un scénario. Mais elle va jamais te permettre d'avoir un win rate de 100%. En gros, tout ce qu'elle t'aide, ce à quoi elle t'aide, c'est d'avoir davantage d'informations pour prendre de meilleures décisions. Exactement, Mais d'avoir une compréhension dans tous les cas, il y a de la variance et, et sinon, ce serait beaucoup trop beau et on serait tous extrêmement riches. Donc, Non, mais tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a jamais de certitude, il y a des convictions et des probabilités. Et pour prendre un exemple tout bête, là, du coup, le prix du Bitcoin, il oscille un peu au-dessus des 30 000 depuis quasiment un mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a baissé, d'abord, on a tapé du coup les 30 000 une première fois, tout le monde pensait être un génie et que ça allait casser. On est descendu à 25 000 et ensuite, on a retapé les 30 000. Et à ce moment-là, on avait des indications que tous les Bitcoins qui avaient été détenus durant les 6 derniers mois, du coup, depuis à peu près janvier, ils étaient toute cette supply-là, du coup, à peu près 6 millions de bitcoins, ils étaient à 99% d'entre eux en profit. Du coup, toute la supply qui avait été achetée depuis janvier, c'est logique en soi, mais elle était en profit. Et ça, on sait que ça amène à de la prise de profit. Quand on a de la prise de profit, on a donc un biais vendeur. Et donc, quand on est remonté vers les 30 000, du coup, il y a à peu près un mois de ça, j'ai indiqué sur Twitter, j'ai indiqué aux abos de Cryptos Research, les gars, on a 99% de l'offre de moins de 6 mois, donc l'offre à court terme, qui est en profit. Ça va amener certains à prendre de la prise de profit. Ça va donc amener une pression de vente sur le marché. Et il se peut que du coup, l'offre soit pas suffisante, enfin que l'offre soit plus forte que la demande et que du coup, on rentre dans un moment. Et il y a des fortes probabilités que ça se passe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. tu parles C'est ce de qu'on ce observe moment-là, non? depuis. Non, je En tout parle cas, de ce moment-là. de celui après, qu'on a eu en juin. Ici? En juillet, pardon. Ok. Ouais, exactement. À ce Ok. moment-là, on savait qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de Bitcoin à court terme qui étaient détenus avec un profit de quasiment plus de 20%. Et il y Pour allait les avoir de la personnes qui prise. étaient rentrées là ou bien plus bas, par exemple? Les deux. Des personnes qui étaient là Ok. depuis janvier, donc janvier, février, et des personnes qui ont racheté au niveau des 25 000 en juin. Ok, donc globalement, ça te permet d'avoir un biais dans le sens où si tu sais que la majorité des gens sont en profit et qu'il y a plein de gens qui sont à risque ici avec des positions qui peuvent se faire liquider, à ce moment-là, des fois, le marché aime bien les chasser. Je dis pas que on ira faire Non, ça, c'est ça. mais enfin moi c'est pas forcément le biais que j'ai actuellement qu'on aille chercher en dessous, mais en tout cas, ça te permet d'avoir des informations et de savoir globalement
dans quel sens on pourrait aussi faire souffrir le marché. Ouais. Après, c'est évidemment aussi à mettre en perspective avec le nombre de personnes qui détiennent des stablecoins, parce qu'il y a aussi pas mal d'argent, je suppose, qui est passé des cryptos à des stablecoins, si on peut le dire de cette manière-là. Et Ouais, une rotation de capital pour protéger un peu, tout à fait. Ouais. c'est ça. Donc ça aussi, ça peut évidemment impacter la manière dont se positionnent les gens, parce que en vrai, on a l'information qu'il y a beaucoup de gens qui sont en profit sur le marché actuellement sur Bitcoin. Mais déjà, c'est pas forcément la même chose sur les alt. Et surtout, ce qu'on peut Mhm. aussi se dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas aussi rentrés actuellement. Donc il y a aussi, enfin bref, c'est toute une question de profondeur d'analyse Mhm. c'est vraiment pas évident. Juste pour continuer sur ça, je te montrais à l'instant TradingView. Est-ce que Mhm. il y a des données on-chain qu'on peut récupérer sur TradingView? De mémoire, il y a même sur le site de Glassnode, on a le même module TradingView avec des indicateurs on-chain, non? Alors, Comment pour les personnes qui me suivent, mes spéculateurs favoris qui utilisent TradingView peuvent justement accéder à ces données on-chain via alors TradingView pour, potentiellement ou certaines? Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas je vais peut-être décevoir certains, mais j'ai pas du tout la réponse à cette question. Je sais qu'il y a un Ok. partenariat entre Glassnode et TradingView, donc on peut récupérer les données de Glassnode sur TradingView. Mais ça fait depuis que je fais de l'analyse on-chain, j'utilise plus d'éléments chartistes comme TradingView ou Coinigy ou autre. Je suis vraiment focus à fond sur l'analyse on-chain. Donc je ne sais pas. Honnêtement, malheureusement, je sais que en allant chercher sur le site de Glassnode, vous pourrez trouver une documentation qui vous permet d'aller chercher les indicateurs de Glassnode sur TradingView, mais je ne l'ai pas utilisé. C'est ma faute, honnêtement, mais à culpa, mais je ne sais pas. Petite recommandation aussi pour les gens qui nous regardent avant de passer à la suite. Je sais qu'il y a Kaiko qui est utilisé par beaucoup d'institutionnels et notamment Ah oui. des outils assez complets, qui est donc Kaiko qui est donc une source de données plutôt fiable, qui pourrait vous intéresser. Après, je pense que vous allez plutôt utiliser la donnée de Kaiko au travers de services comme Messari ou autre plutôt que d'utiliser Kaiko en direct, mais il faut savoir que Kaiko, c'est un outil plutôt sympa. Et Messari aussi, et normalement, je vais avoir une interview du VP of Product de chez Messari, donc ça devrait être aussi assez intéressant Ah, c'est incessamment stylé. sous peu. C'est cool. Euh, Notez peut-être que ouais, dire que Kaiko, c'est français. ouais. Kaiko, c'est français, et il y a aussi beaucoup de français chez Messari. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Mhm. Et même hier, euh, ouais, c'est ça, c'est Kaiko. J'ai voulu contacter des gens sur LinkedIn pour interviewer quelqu'un de chez Kaiko et j'ai vu qu'il y avait genre juste que des gens qui habitaient en France et ça m'avait pas mal choqué. Donc franchement, on est plutôt chaud sur ça et ça fait extrêmement plaisir de voir une entreprise aussi bien placée être française en tout cas. Bah, c'est parce Euh, que en France, tu sais, il y a trois pays où on fait des très très bons matheux. C'est bon, il y en a quatre en vrai, mais c'est le Japon, la Russie, l'Inde et la France. On est excellent pour les maths et franchement, ces pays-là, enfin, en tout cas en France, on n'investit pas forcément assez dans l'investissement dans nos savants, dans la R&D, ce qui fait qu'on a une grosse suite des cerveaux. Mais on commence à retrouver pas mal de Français dans pas mal de boîtes de data et donc dans les crypto-monnaies aussi. Et ça se voit, on est juste bon en maths pour certains. C'est cool. mais même, tu vois, même en crypto, j'interviewe souvent des personnes qui sont françaises et j'ai l'impression de Mhm. pouvoir interviewer des Français dans toutes les plus grosses boîtes, tu vois. Genre, j'ai Ah, bah, à interviewé chaque fois que tu vas dans JSI, une salle de trading, tu as un développeur est français, hein, ça. c'est sûr. JSI, qui est un des plus gros market makers français, j'ai parlé Ouais, avec le head of product là-bas qui est français, mais qui habite ouais. aux États-Unis depuis une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Enfin, même d'autres, même Kaiko pour le coup, Messari, encore une fois, enfin d'autres. Donc, c'est plutôt cool.